Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des députés de l'opposition se disent prêts à soutenir leur demande de mise en accusation du président de la République par devant l'Assemblée. La séance devrait se tenir ce 7 août. Le dossier Darnel sera bientôt transmis à un juge. L'annonce en a été faite par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Paul Héronce-Villard. L'Office de la protection du citoyen a dressé un tableau sombre de la situation des droits humains en Haïti pour l'année 2017-2018. Dans un rapport présenté ce vendredi, l'OPC a fait un ensemble de recommandations aux autorités. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Paul Héronce-Villard, informe qu'il transmettra dans le meilleur délai le dossier de l'enquête sur le gang Darnel Joseph au cabinet d'instruction. La direction centrale de la police judiciaire des CPJ avait communiqué le rapport de son enquête le 26 juillet dernier au parquet. M. Villard explique que les divers aspects de cette investigation tentaculaire seront combinés pour être acheminés au juge instructeur. Le commissaire du gouvernement a indiqué ce jeudi qu'il analyse le dossier avant de l'acheminer au cabinet d'instruction. Plusieurs chefs d'accusation, dont kidnapping et assassinat, ont été retenus contre le chef de gang du village de Dieu. La police judiciaire a rapporté qu'Arnel Joseph avait réalisé plusieurs enlèvements contre rançon. 7 d'entre eux lui ont permis de récolter plus de 500 000 $ américains. Des membres du gang ont révélé qu'Arnel et ses acolytes utilisaient les uniformes de la Boyd et de la police administrative afin de ne pas être appréhendés. Les victimes d'enlèvement étaient séquestrées dans ces repères à Village-de-Dieu ou à Poste-Pierrot à Marchand-des-Salines. Le sénateur Gracia Delva est soupçonné d'être impliqué dans l'un des 7 enlèvements en question. Le parlementaire aurait utilisé le téléphone d'une personne enlevée lors d'échanges avec le chef de gang. Le gang Darnel n'a pas été démantelé par les forces de l'ordre. Les membres de ce gang se sont réfugiés dans les hautes montagnes de Dessalines pour fuir une offensive d'un gang rival. Tout le monde connaît que gagnant un chef de gang qui est le Arnel. Tout le monde connaît que c'est un hors-la-loi. Tout le monde connaît son truand. Tout le monde connaît son meurtrier. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons, c'est infraction qui viennent comme ça. Tout le monde connaît les armes de guerre dans mel. Et tout comportement ça, c'est des comportements que la loi haïtienne condamne. Par rapport à dossier ça, automatiquement, il procédé à l'arrestation chef de gang ça, la police judiciaire, premier bagage pour le faire, c'est informer le commissaire du gouvernement. Et pratique de travail qui gagne à commissaire, c'est que direction centrale police judiciaire pas qu'à poser un acte dans le dossier sans lui pas contacter le commissaire du gouvernement. DCPJ a fait enquête pour la justice. Et enquête là supposé gon caractère secret. Arnel Joseph a plusieurs dossiers dans le tribunal là. Ça est extrêmement important. Arnel Joseph sont évadés de prison. Arnel Joseph a une ordonnance depuis 2013 qui était rendue contre lui pour association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre. Ordonnance ça a été rendue par juge Bernard Saint-Ville qui est actuel doyen. Quel que soit acte qui a posé, audition qui a fait, commissaire gouvernement doit être informé 24 heures sur 24 avec des CPJ et a orienté action pour l'enquête policière. Et la première phase de l'enquête policière,
l'a fait dans DCPJ et selon la loi, il a déféré Anel au niveau du parquet, nous pas le temps d'elle sous nouveau fait que reproché. Mais dossier l'a suivre même cours là, en supplément d'information à l'autre dossier qui déjà existait au niveau du cabinet d'instruction. Donc nous pouvons sous peu n'a connaît qui l'a déféré et comment audition a déroulé dans le niveau parquet. Le sénateur Yuri Latortue dément les accusations portées contre lui par son collègue de l'Artibonite, Gracia Delva, sur ses relations présumées avec le chef de gang Arnel Joseph. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat a rejeté d'un revers de main les déclarations de son collègue parlementaire. Il a affirmé qu'il n'a jamais voulu établir de contact avec le caïd de Poste-Pierrot. Et on a commencé pour nous dire, sénateur Delva, que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons enquête sur lui. Nous sommes dans la commission justice et sécurité, DCPJ, Tevini, il a dit que le 26 juillet, il a gagné un dossier que il a envoyé, eh bien, dans le parquet Port-au-Prince et parquet Saint-Marc, et que le sénateur qui est impliqué là-dedans à 98%. Donc, nous-mêmes, nous avons informé, nous, d'un dossier de kidnapping que des CPJ voyaient dans le parquet et moi j'ai une chance pour que moi j'ai ouais dossier à moi j'ai l'île. Donc dans ce sens ça moi pas ouais pour qui ça que le sénateur Delva c'est pas chemin la justice que le prend que la PC a attaqué, elle même pas comprendre que je dis à sénateur a peut-être yo voyé exécutif là eh bien c'est ça que Livin dit. Donc moi je pense que vraiment, le sénateur est intelligent, a déliré. Je ne sais pas pour qui ça, il rentrer dans ça, alors que je dis à son dossier qui est devant la justice. Je dis à ça qui est important, c'est que DCPJ a une enquête que le fait. Il voit la justice et demander pour que la justice lui fait travailler selon la loi. Moi-même, toute l'autre attaque, moi je pense que c'est venu parce que nous avons dénoncé. Oui, nous avons dénoncé le fait que la manifestation opposition, eh bien, il a été payé, il a été payé à Anel pour qu'il ait venu dans la manifestation, bon côté de l'opposition, pour le président ait joué un élément, pour le faire discours dans l'après-midi. Et nous avons dit que si le sénateur a un lien avec elle, nous avons expulsé de parti. Et ce que nous avons fait. Nous avons pris courage, nous avons fait. Il m'a dit, sénateur Delva, que moi-même, j'ai toujours été dans le niveau que je pour ne pas descendre, niveau et monter sur le monde. Les députés de l'opposition se préparent à soutenir leur demande de mise en accusation du président de la République par devant l'Assemblée. Jean-Marcel Luméran, député signataire de la requête, se dit confiant, bien que son bloc soit minoritaire. Il en a profité pour donner des détails techniques sur la démarche. Que le vote s'oriente dans une direction ou dans l'autre, nous aurons été fiers d'avoir accompli la mission que nous avaient confiée nos mandants, a-t-il soutenu. Mise en accusation, ça veut dire c'est une démarche qui doit être engagée par la Chambre des députés pour reprocher président PIA des faits que reproché. Ils ont fait mise en accusation pour des hauts fonctionnaires, des hauts dignitaires de l'État lorsque ils ont violé la Constitution. Et dans le cadre de mise en accusation, c'est la Chambre des députés qui, en tout premier lieu, prononçait la mise en accusation, c'est-à-dire l'acte de mise en accusation, et la démarche là, il va suivre par le Sénat qui va servir de haute cour d'assises, c'est-à-dire instance du tribunal pour juger le président. Contrairement à une séance d'interpellation, la mise en accusation lui-même est faite sans la présence de l'accusé. C'est les parlementaires, donc les députés, qui, après au fin fait lecture de l'acte d'accusation, ils vont discuter entre eux pour poser toute interrogation jugée qui est nécessaire et après à procéder par un vote qui pral conclu
à la majorité de 2/3 de la Chambre des députés, ça veut dire au minimum 80 députés qui vont voter pour la mise en accusation du président. Si nous pas arriver à recueillir 80 votes là, ça veut dire même si nous avons gagné un nombre de voix qui est supérieur dans l'Assemblée, ça ne veut dire autant que le président pral répondre de la mise en accusation. Et dans le cadre nous-mêmes, nous disons que c'est un processus complexe qui demande un pile engagement. Mais comme c'est une démarche constitutionnelle, nous autres de la minorité, nous engageons la démarche et que nous avons préparé un meilleur argumentaire possible et qu'on va mettre l'ensemble des collègues de l'Assemblée face à leurs responsabilités, face à l'histoire, face à leur mandat par rapport à la décision qu'ils vont prendre. Nous prenons courage nous à demain et que nous disons nous engager pour nous faire procédure aboutir. Aboutir pour nous, pas veut dire autant il faut de toute façon que nous arrivions à la mise en accusation du président, mais pour nous, procédure là abouti veut dire que la séance qui consacre la mise en accusation est faite et que il conclut par un vote qui est capable pour le maintien du président, pour dire que le président, on n'a rien à lui reprocher, ou par un vote qui demande le président pour la répondre des faits qui lui sont reprochés par devant le Sénat de la République et les instances de justice en pays. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, a signé un accord de coopération d'une durée de 4 ans avec la fondation Lumos en vue d'appuyer les efforts du gouvernement haïtien et de la société civile dans le cadre des progrès et des transformations profondes à opérer dans la lutte contre la traite des personnes. L'initiative, qui vient en appui au plan d'action national de lutte contre la traite des personnes, sera mise en œuvre à l'échelle nationale de 2019 à 2023, dans le but principal de renforcer la capacité du gouvernement haïtien, des autorités locales et de la société civile à prévenir, reconnaître et combattre la traite. L'USAID, Lumos et les parties prenantes haïtiennes commenceront par sensibiliser davantage le public sur les dangers, les conséquences juridiques et les différentes formes de traite. En second lieu, ce projet va aider à développer et mettre en œuvre un système de prise en charge centré sur les victimes afin de leur fournir protection et assistance de manière effective, tant au niveau central que départemental. En dernier lieu, ce partenariat permettra au Comité national de lutte contre la traite, à l'Institut du bien-être social et de recherche et à ses partenaires de coordonner plus efficacement les activités de lutte contre la traite des personnes. Ce nouveau projet va consolider les acquis du gouvernement haïtien dans ce domaine. Au cours des 7 dernières années, le gouvernement haïtien a procédé à la fermeture de plusieurs orphelinats pour cause de violence à l'encontre des enfants et s'est mis à promouvoir des pratiques de prise en charge communautaire et familiale. Le gouvernement a également augmenté le nombre de policiers et déployé sa première promotion de police frontalière bien entraînée sur les techniques de détection et de lutte contre la traite. Selon les statistiques, en Haïti, au moins 30 000 enfants vivent dans des institutions où ils sont souvent victimes de la traite. Le chancelier haïtien Edmond Bockschit a paraphé ce vendredi 2 août l'Alliance solaire internationale, un accord qui vise à encourager l'utilisation de l'énergie solaire. M. Bockschit a signé le document en présence de l'ambassadeur de l'Inde en Haïti, adhésion du gouvernement d'Haïti à l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. Lancé en novembre 2015 par le président français François Hollande et le premier ministre indien Narendra Modi, l'accord a déjà obtenu l'adhésion de 77 pays. La signature de l'accord permettra à Haïti de participer en octobre 2019 à la 2e Assemblée générale de cet organe des Nations Unies.
L'Inde, en tant que dépositaire de l'accord, a déjà débloqué 62 millions de dollars et la France, en tant qu'État promoteur, a décaissé 300 millions d'euros. Le ministre des Affaires étrangères a fait valoir que l'intégration à cette alliance permettra à Haïti d'obtenir des fonds nécessaires pour dynamiser le secteur de l'énergie solaire. Il souligne que les grandes potentialités en énergie solaire ne sont pas exploitées actuellement. Le pays dispose de 300 jours d'ensoleillement par année, mais cette énergie est peu utilisée, a précisé M. Bauxit, rappelant que c'est une opportunité que veut saisir le chef de l'État, soucieux d'améliorer la desserte électrique. Tenue ce vendredi de la cérémonie de collation de diplôme des explorateurs de police par la police communautaire et du pôle. Ce programme qui consiste à former les jeunes dans différents domaines, notamment les droits humains, est un moyen qui permettra de réduire la délinquance juvénile dans le pays, selon le responsable départemental Jean-Salvador Etienne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre la police communautaire et du pôle et l'ambassade américaine en Haïti. Police communautaire là, à travers NYPD ou police New York, son programme aux États-Unis qui existait côté que vous prenez des jeunes pour que vous travaillez avec eux sur questions qui ont un rapport avec droits, responsabilités, etc. Et nous avons 30 jeunes qui graduent. Dans 3 ou 4 mois, nous avons gagné 70 lots qui vont graduer. C'est la première cohorte? C'est la première cohorte là. Et son premier phase de recrutement que ça a dans le PNH. Côté que des jeunes, nous prenons en bas âge et nous essayons d'endoctriner à travers l'institution. Parce qu'après 24 ans, il faut que le recrutement fait beaucoup plus raffiné. Il faut que nous, plus ou moins, ficeler les jeunes qui veulent rentrer dans le PNH. Nous commençons à partir de 15 ans, mais nous avons 14 ans et nous faisons 2 ans, 3 ans de formation ensemble avec nous. Tout dépend de l'avancement dans le programme. Critère là, premièrement, nous avons des leaders communautaires que nous travaillons avec eux. Nous avons des écoles à travers du pôle là que nous travaillons avec eux. Nous regardons des côtés qui ont plus besoin, mais nous étendons sur toute zone qui est difficile surtout. Nous allons recruter des jeunes parce qu'on connaît clairement que les délinquants juvéniles, c'est les mêmes qui transfèrent vers la grande délinquance, qui c'est la criminalité. Donc nous avons essayé d'embrasser le problème dans le niveau ça. L'Office de la protection du citoyen, OPC, a présenté son rapport sur la situation des droits humains en Haïti pour l'année 2017-2018. Un document dans lequel l'OPC qualifie d'inquiétante et de grave la réalité des droits de l'homme. Des recommandations sont aussi formulées à l'endroit des autorités étatiques, notamment en ce qui concerne la liberté individuelle, le renforcement des structures étatiques qui luttent contre la corruption et le respect de 30% de femmes. Fait état de toute activité que l'OPC a organisée, réalisée de octobre 2017 et jusqu'à toute l'année 2018 là. Et puis, rapport à tout, il fait état de la situation des droits de l'homme en Haïti, avec bien évidemment des recommandations qui sont adressées aux autorités étatiques. Parce que un principe fondamental en droits de l'homme, ce n'est pas seulement observer la situation de droits de l'homme, il faut observer la situation de droits de l'homme, il faut documenter la situation autour, il faut faire une présentation méthodique de ce qu'on observe. Il faut qu'on fasse des recommandations aux autorités. Donc, en termes de recommandations que nous faisons, premièrement, nous faisons des recommandations à l'État haïtien pour que nous prenions en compte, nous capables de dire, la liberté individuelle. Nous faisons des recommandations à l'État haïtien pour mettre beaucoup plus d'accent sur la détention préventive prolongée et nous saluer les efforts consentis par le commissaire du gouvernement, Eons Villard. Nous faisons des recommandations aux autorités étatiques pour renforcer, nous capables de dire, les structures étatiques qui ont mené un combat ou bien qui ont appelé à mener le combat contre la corruption. Nous voulons parler de ULCC, de UCREF, parce qu'on connaît en matière des droits de l'homme, eh bien pas capable de corruption. La corruption constitue une entrave même à l'épanouissement des droits de l'homme. Nous faisons également des recommandations aux autorités étatiques pour le respect du quota de 30%. Et nous faisons des recommandations aux autorités étatiques également pour le respect du quota de 2%
en faveur des personnes à mobilité réduite qui doivent intégrer l'administration publique. Et nous faisons des recommandations aux autorités étatiques également pour le respect des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida ainsi que les personnes des groupes minoritaires que relèvent le plus souvent les LGBTI. Donc en clair, il y a une vingtaine de recommandations qui sont insérées dans le rapport et nous souhaitons vivement, nous-mêmes, c'est l'occasion pour nous, à travers le canal de la presse, et bien pour nous attirer l'attention des autorités étatiques sur la nécessité de prendre en compte des recommandations. Nous croyons que il y a un pile de recommandations le plus souvent fait aux autorités, ONG droits de l'homme qu'on fait, et les institutions étatiques qu'on fait, l'OPC qu'on fait, l'inspection générale de la police, eh bien nous croyons que si les recommandations sont qu'on prend en compte, peut-être qu'il y a des événements malheureux qui gagnent en Haïti que nous ne pouvons pas gagner. Peut-être s'il y a des recommandations qui qu'on prend en compte, peut-être on n'aurait pas la saline, peut-être on n'aurait pas les événements à Cafoufeuille, peut-être on n'aurait pas des événements malheureux et à Cité-Soleil, peut-être on n'aurait pas les événements qui se sont produits à Ansavo, côté que la population a manifesté pour l'eau potable et puis il y a la dame qui mourit. Donc nous croyons qu'il revient aux autorités étatiques, c'est une responsabilité, et bien pour à chaque fois que vous faites des recommandations à eux-mêmes, pour ne pas faire la soute d'oreille, mais pour prendre les recommandations ça en compte et puis pour être capable de mettre en œuvre parce que l'État a pour obligation non seulement de respecter les droits de l'homme, de protéger les droits de l'homme, mais aussi de mettre en œuvre et la mise en œuvre des droits de l'homme passe véritablement par la prise en compte des recommandations qui le plus souvent adressées aux autorités étatiques. Dans le culturel, beauté et mode seront au rendez-vous à Levilat ce week-end à l'occasion de la nouvelle édition de Haiti Beauty Expo. De nombreuses activités et rencontres entre les acteurs évoluant dans le monde de la mode seront organisées. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Claude Désir. La première édition du Haiti Beauty Expo a pour ambition de réunir durant 2 jours les acteurs dominant le monde de la mode et de la beauté. Tests de produits cosmétiques, exposition de bijoux et produits artisanaux, vente de vêtements, accessoires de maquillage, rencontres avec les professionnels, shopping et même une salle de massage sont au programme de ces 2 jours. La présentatrice de l'émission de beauté Glamour, Anne Diazael, à l'initiative du projet, revient pour nous sur cette activité. Le Beauty Expo, ça m'est venu en tête grâce à Vladimir Avril. Il voulait faire un fashion show pour les femmes de couleur. Mais j'ai décidé qu'en Haïti, oui, il y a des femmes noires, mais il y a aussi des femmes métisses, des femmes mixtes, des femmes blanches. On est dans l'ère de la globalisation, donc c'est vraiment englober toute la beauté haïtienne de toutes ses formes. Donc, au lieu de faire le Black Woman Show, on a décidé de transformer ça en Beauty Expo en général. Donc, on a eu des conférences non seulement sur la dépigmentation de la peau, on a eu des conférences comment entretenir ses cheveux, comment prendre soin de son corps, prendre soin de son visage. Et on a eu aussi des exposants. Les produits dédiés à la gente féminine présentent une très large diversité et les vêtements ont une part prépondérante dans l'univers féminin. De nombreux artisans et designers ont fait le déplacement afin de présenter leur nouvelle gamme de produits. Sous table là, il y a sandalio. Sandalio c'est pour petit modèle création. Yo fait à la main, yo fait en Haïti. Il y a boussio, c'est pour la création. C'est aussi fait en Haïti à la main. Ensuite il y a bracelet, c'est fait en Haïti. Donc tout ça sous table là, c'est produit local. Idem pour la mannequin Manouchka Luberis qui se lance avec sa première collection de prêt-à-porter, une gamme de haut 100% haïtien. C'est que je suis passionnée par le fashion, mais aussi je suis quelqu'un de très simple, ok? Donc tu vas voir que mes maillots sont super simples. C'est des modèles que tu peux porter, je sais pas, si tu veux aller manger une pizza un après-midi ou bien si tu veux, je sais pas, aller boire un verre à 4h de l'après-midi. C'est pas des tenues de soirée ou des choses compliquées. Peut-être qu'à l'avenir, je vais venir avec. Mais étant donné que moi, j'aime faire du shopping et ma marque préférée pour faire du shopping à bon marché, c'est Forever 21. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu inspiré. Le designer de Miss World Haïti, Vladimir, a quant à lui le mot de la fin quant aux conseils qu'il pourrait prodiguer à celles qui souhaiteraient participer à la prochaine édition de Miss World Haïti. Il faut qu'on prenne moralement et puis il faut qu'on base parce que un concours de beauté, c'est pas une chose où on peut lever du jour au lendemain pour participer là-dedans. Il faut qu'on ait une bonne préparation, comment dirais-je,
depuis on bon base, depuis la rayo, comment pour adapter au parmi monde, comment pour habiller, faut qu'on faire recherche. En plus de ça, il faut qu'on ait une base, il faut qu'on marche, il faut qu'on belle, il faut qu'on ait une beauté. La première édition du Haïti Beauty Expo se clôture samedi soir, juste avant la finale du concours de Miss World Haïti, une occasion pour découvrir et soutenir le secteur de la mode haïtienne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.